Signe juste les papiers du divorce, Clara. Tu es trop vieille pour moi. Je ne t'aime plus. Enfin, j'ai le mari des Clara rien que pour moi, la maison et tout l'argent. Clara n'a pas juste remis son alliance, elle a remis une bombe à retardement. Tandis que Sarah se pavanait dans le manoir, s'appropriant le marbre et l'homme, Clara ne ressentit pas de jalousie, elle ressentit du soulagement. Sarah croyait voler la vie parfaite d'un milliardaire, elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle entrait. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à cette chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quel endroit du monde vous regardez. Maintenant, entrons dans l'histoire. Le bureau de l'avocat spécialisé en divorce ne sentait pas la justice. Il sentait la cire de sol coûteuse et l'acidité métallique d'un mariage qui se meurt. Clara était assise sur le fauteuil en cuir bas, sa colonne vertébrale aussi droite qu'un roseau gelé. En face d'elle était assis Peter, son mari depuis 12 ans. Il portait son costume de pouvoir, soie italienne bleu marine, et il dégageait le genre d'arrogance que seul un homme qui croit s'en tirer avec un crime peut posséder. À côté de lui, pratiquement assis sur ses genoux, se trouvait Sarah. Elle avait 24 ans, avec des cheveux couleur de soleil en bouteille et une robe si courte qu'elle ressemblait à une arrière-pensée. Elle n'arrêtait pas de toucher le diamant sur son doigt, un diamant que Clara avait aidé Peter à choisir 3 ans auparavant comme pièce d'investissement, sans jamais imaginer qu'il finirait au doigt d'une fille qui pensait que Gatsby le Magnifique était une marque de cire à cheveux. « Ne traînons pas les choses, Clara », dit Peter, sa voix prenant ce registre lisse et condescendant. Il fit glisser une épaisse pile de papier vers elle. Le domaine Oakwood reste avec moi. C'est le siège du patrimoine de la famille Vance. Ça n'aurait pas de sens que tu y restes seule. C'est trop grande maison pour une femme seule de ta stature. Ma stature, répéta Clara, sa voix un bourdonnement calme et dangereux. Elle regarda Sarah qui était occupée à vérifier son reflet dans la surface polie de la table en chêne sombre. Et quelle stature est-ce, Peter? Celle qui a passé 10 ans à équilibrer tes livres de compte pendant que tu jouais au golf avec de l'argent qu'on n'avait pas. La mâchoire de Peter se contracta. « Ne dramatise pas, j'ai été généreux. Je te laisse garder le cottage côtier. » Le cottage avec le toit qui fuit et la moisissure dans la cave. Comme c'est noble de ta part, répondit Clara. Elle n'avait pas l'air en colère, elle avait l'air d'une observatrice regardant un accident de voiture au ralenti. Sarah intervint alors, sa voix un gazouillis aigu qui grinçait comme du papier de verre sur du verre. Honnêtement, Clara, tu devrais nous remercier. Une grande maison comme ça, tous ces escaliers, c'est beaucoup pour quelqu'un qui prend de l'âge. Je vais apporter tellement de vie dans cet endroit. J'ai déjà commandé de nouveaux rideaux, du jaune pour égayer tout ce gris maussade sur lequel tu insistais. Du jaune, mais joyeux. Ça mettra certainement en valeur les fissures dans les fondations. Il n'y a pas de fissures dans les fondations, s'emporta Peter. Je les ai fait inspecter quand on l'a acheté. Signe juste les papiers du divorce. Clara, tu es trop vieille pour moi. Je ne t'aime plus. Enfin, j'ai le mari de Clara rien que pour moi, la maison et tout l'argent. Clara n'a pas juste remis son alliance, elle a remis une bombe à retardement. Tandis que Sarah se pavanait dans le manoir, s'appropriant le marbre et l'homme, Clara ne ressentit pas de jalousie. Elle ressentit du soulagement. Sarah croyait voler la vie parfaite d'un milliardaire. Elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle entrait. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à cette chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quel endroit du monde vous regardez. Maintenant, entrons dans l'histoire. Le bureau de l'avocat spécialisé en divorce ne sentait pas la justice. Il sentait la cire de sol coûteuse et l'acidité métallique d'un mariage qui se meurt. Clara était assise sur le fauteuil en cuir bas, sa colonne vertébrale aussi droite qu'un roseau gelé. En face d'elle était assis Peter, son mari depuis 12 ans. Il portait son costume de pouvoir, soie italienne bleu marine, et il dégageait le genre d'arrogance que seul un homme qui croit s'en tirer avec un crime peut posséder. À côté de lui, pratiquement assis sur ses genoux, se trouvait Sarah. Elle avait 24 ans, avec des cheveux couleur de soleil en bouteille et une robe si courte qu'elle ressemblait à une arrière-pensée. Elle n'arrêtait pas de toucher le diamant sur son doigt, un diamant que Clara avait aidé Peter à choisir 3 ans auparavant, comme pièce d'investissement, sans jamais imaginer qu'il finirait au doigt d'une fille qui pensait que Gatsby le Magnifique était une marque de cire à cheveux. « Ne traînons pas les choses, Clara », dit Peter, sa voix prenant ce registre lisse et condescendant. Il fit glisser une épaisse pile de papier vers elle. Le domaine Oakwood reste avec moi. C'est le siège du patrimoine de la famille Vance. Ça n'aura pas de sens que tu y restes seule. C'est trop grande maison pour une femme seule de ta stature. Ma stature,
répéta Clara, sa voix un bourdonnement calme et dangereux. Elle regarda Sarah, qui était occupée à vérifier son reflet dans la surface polie de la table en chêne sombre. « Et quelle stature est-ce, Peter ? Celle qui a passé 10 ans à équilibrer tes livres de compte pendant que tu jouais au golf avec de l'argent qu'on n'avait pas. » La mâchoire de Peter se contracta. « Ne dramatise pas, j'ai été généreux, je te laisse garder le cottage côtier. » « Le cottage, avec le toit qui fuit et la moisissure dans la cave, comme c'est noble de ta part, » répondit Clara. Elle n'avait pas l'air en colère, elle avait l'air d'une observatrice regardant un accident de voiture au ralenti. Sarah intervint alors, sa voix un gazouillis aigu qui grinçait comme du papier de verre sur du verre. « Honnêtement, Clara, tu devrais nous remercier. Une grande maison comme ça, tous ces escaliers, c'est beaucoup pour quelqu'un qui prend de l'âge. Je vais apporter tellement de vie dans cet endroit. J'ai déjà commandé de nouveaux rideaux, du jaune pour égayer tout ce gris maussade sur lequel tu insistais. Du jaune, mais joyeux, ça mettra certainement en valeur les fissures dans les fondations. » « Il n'y a pas de fissures dans les fondations, » s'emporta Peter. « Je les ai fait inspecter quand on l'a acheté. » Clara se leva, lissant sa jupe avec des gestes lents et rythmiques. « Parce qu'il y a encore une chose que vous avez oublié de mentionner dans l'accord, l'actif le plus important de tous. » Comme sur un signal, le téléphone de Peter se mit à vibrer sur la table. L'identifiant de l'appelant indiquait « Mère ». Le visage de Peter passa de pâle à spectral. « Evelyn est rentrée de sa croisière », dit Clara, un sourire sincère et rayonnant se dessinant enfin sur son visage. « Elle est au portail du domaine en ce moment même, et puisque tu as changé les codes de sécurité hier pour me fermer l'accès, tu lui as effectivement fermé l'accès aussi. Elle est assise à l'arrière d'une voiture de ville depuis 20 minutes. Tu sais comment elle devient quand on la fait attendre. » Peter se précipita sur son téléphone, ses doigts maladroits. « Je dois y aller. »« Oh, ne te précipite pas pour moi, » dit Clara en prenant son sac. Elle se pencha sur la table, son visage à quelques centimètres de celui de Sarah. « Un dernier conseil, ma chérie. Evelyn ne croit pas aux sorties pour prendre un café. Elle s'attend à ce que sa belle-fille lui serve du café Blue Mountain fraîchement moulu à 6 heures du matin, en portant des perles et un sourire. Et elle déteste la couleur jaune. Si elle voit ces rideaux, elle ne fera pas que renvoyer le décorateur, elle te renverra toi. » Clara se tourna vers l'avocat qui regardait la scène avec des yeux grands et fascinés. « Envoyez les papiers définitifs à mon nouveau bureau, celui dont Peter n'a pas l'adresse. » Elle marcha vers la porte, mais s'arrêta la main sur la poignée. Le son de Peter qui s'excusait frénétiquement auprès de sa mère sur le haut-parleur emplit la pièce. « Oui, mère. Non, mère. J'arrive tout de suite. Sarah ? Non, elle est charmante, tu verras. » Clara regarda le couple. Peter avait l'air d'un homme qui venait de réaliser qu'il tenait une grenade dégoupillée. Sarah avait l'air d'une fille qui venait de réaliser que le château qu'elle avait gagné était en carton et se trouvait au milieu d'un marécage. « Profite bien de la maison, Sarah, » dit Clara, sa voix résonnant avec une clarté terrifiante. « J'ai passé une décennie à être la colle qui maintenait l'ego de Peter et ta nouvelle maison ensemble. Je suis curieuse de voir combien de temps il faut pour que tout s'effondre maintenant que la colle a disparu. » Clara sortit dans le couloir, les lourdes portes se refermant derrière elle avec un dernier boom retentissant. Elle ne se retourna pas, elle n'en avait pas besoin. Elle savait exactement ce qui allait se passer ensuite, et pour la première fois en 12 ans, ce n'était plus son problème. Elle marcha vers les ascenseurs, sortit un second téléphone prépayé et envoya un seul message au chef jardinier du domaine. « Les comptes sont fermés, monsieur Henderson. Arrêtez d'arroser la pelouse. Laissez tout tomber en poussière. » Clara entra dans l'ascenseur, appuya sur le bouton du rez-de-chaussée et commença à fredonner un air doux et victorieux. Le piège s'était refermé. La dette était pour eux. Et pour la première fois de sa vie, Clara était délicieusement fauchée et elle ne s'était jamais sentie plus riche. Les portails du domaine Hawkwood ne s'ouvrirent pas juste, ils grincèrent. C'était un crissement de métal sur métal, un son dont Clara avait averti Peter pendant des années, mais il avait toujours été trop occupé pour graisser les charnières. Aujourd'hui, alors que la berline noire remontait l'allée de gravier à 5h45 du matin, ce crissement sonnait comme un cri de guerre. Sarah se tenait sur le perron, les dents qui claquaient dans le froid d'avant l'aube du matin. Elle avait passé les 4 dernières heures dans un tourbillon frénétique et caféiné, essayant d'effacer l'influence terne de Clara.
Elle avait accroché ses rideaux jaunes dans le hall d'entrée, mais elle n'avait pas réalisé à quel point ils étaient lourds. Un côté pendait actuellement, maintenu par un seul crochet adhésif désespéré qui semblait perdre la bataille contre la gravité. Elle portait un peignoir de soie garni de plumes d'autruche, une tenue qu'elle pensait crier « maîtresse du manoir », mais dans la lumière grise et impitoyable du matin, elle ressemblait juste à un oiseau désorienté. La portière de la voiture s'ouvrit, une canne avec une lourde aie de loup en argent heurta le pavé avec un bruit sec. Puis vinrent les chaussures, du veau noir sur mesure poli à un tel lustre qu'elle reflétait les étoiles d'Irante. Enfin, Evelyn Vance émergea. Elle n'avait pas l'air d'une femme qui venait de voyager 12 heures. Elle avait l'air d'une divinité ancienne arrivant pour exiger un sacrifice. Elle ne regarda pas la maison, elle ne regarda pas les haies tiraillées. Elle les traversa du regard. « Peter !» aboya Evelyn, en s'éclaircissant la gorge, sa voix coupant à travers le brouillard comme une lame de rasoir, ignorant totalement Sarah, tandis que son fils dévalait les marches en trébuchant sur son propre peignoir. Pourquoi m'a-t-on fait attendre 6 minutes à mon propre portail? Et pourquoi l'air sent des fraises bon marché? Mère, les codes ont été mis à jour pour des raisons de sécurité, balbetta Peter en ramassant ses bagages. Et cette odeur, c'est le parfum de Sarah. Sarah, chérie, viens rencontrer maman. Evelyn s'arrêta net. Elle ajusta ses glottelles, la chaîne cliquetant contre sa poitrine, et tourna son regard vers Sarah. C'était un regard qui dépouillait Sarah de sa confiance, de ses plumes et de sa dignité en 3 secondes chrono. « Alors » dit Evelyn, sa voix une rumeur grave et vibrante de pure déception concentrée. « Voici le remplaçant. Elle ressemble à une éponge qui absorbe la lumière et ne reflète rien. Dis-moi, ma fille, as-tu une lignée ou Peter t'a-t-il trouvé dans le bac des soldes de la boutique locale ?» Le visage de Sarah vira au rouge éclatant et marboré. « Je suis Sarah. C'est tellement agréable de vous rencontrer enfin. Silence. » Evelyn l'interrompit, passant devant elle et entrant dans le hall. Elle ne s'arrêta pas pour admirer le nouveau décor vibrant. Elle marcha droit vers la console de l'entrée, une pièce en chêne sombre que Clara faisait polir 2 fois par semaine. Evelyn sortit un gant de soie blanche de son sac, le glissa sur sa main avec une précision chirurgicale et passa un doigt sous le bord de la table. Elle leva la main, il y avait une trace microscopique de poussière grise. C.L. aurait été horrifiée, chuchota Evelyn, sa voix dégoulinant de suffisamment de venin pour tuer un cobra. La maison est en deuil, Peter. Je sens la négligence dans les planchers eux-mêmes. Ça sent le désespoir et le linge sale. Sarah, était-ce votre nom? Puisque vous êtes maintenant la maîtresse de cette maison, vous trouverez le produit à polir l'argenterie dans le garde-manger. Je veux le service à thé prêt dans 10 minutes. Et si je vois un sachet de thé, j'en conclurai que vous avez été élevé par des loups et je vous traiterai en conséquence. Je ne sais même pas où est le garde-manger, chuchota Sarah à Peter alors qu'Evelyn disparaissait dans la salle du matin, comme un fantôme retournant hanter ces lieux. Trouve-le, siffla Peter en retour, les yeux filant vers l'escalier. Et pour l'amour de Dieu, enlève ces rideaux jaunes. Elle m'a dit une fois que le jaune est la couleur de la lâcheté et du beurre bon marché. Si elle les voit dans la lumière du jour, elle nous écorchera tous les deux. À 8 heures du matin, le manoir ressemblait moins à une maison et plus à une cocotte minute sous haute pression. Sarah était dans la cuisine, les yeux brûlants des vapeurs du produit à polir l'argenterie. Elle avait essayé de faire le café Blue Mountain dont Clara avait parlé, mais dans sa panique, elle ne trouvait pas le moulin. Elle avait essayé d'écraser les grains avec un attendrisseur à viande, le bang 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 retentissant à travers la maison comme des coups de feu. Le résultat était une boue qui ressemblait à de l'huile moteur et sentait le feu de pneu. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La voix d'Evelyn tonna depuis la salle à manger. Sarah se précipita, ses mains tremblant si violemment que la porcelaine s'entrechoquait sur le plateau. La théière en argent, qu'elle n'avait pas bien rincée dans sa hâte, avait encore une légère teinte bleutée de produits chimiques autour du bec. Evelyn prit une gorgée et son visage se tordit comme si on l'avait forcée à avaler en crapaud vivant. Elle ne le recracha pas, elle était trop raffinée pour ça. Elle reposa simplement la tasse avec un tintement terrifiant et silencieux qui semblait plus fort qu'une bombe. « Peter », dit Evelyn, les yeux fixés sur le menton tremblant de Sarah, « ta nouvelle épouse essaie de m'assassiner. C'est le plan? Tu échanges un diamant pour un morceau de verre fêlé et maintenant on attend que je meure d'ingestion de produits chimiques avant midi. » « Je suis désolée, pleura Sarah, un sanglot perçant. Je suis fatiguée. Les lumières ne s'allumaient pas dans le garde-manger et la cuisinière faisait un bruit de cliquetis bizarre. Et les lumières.
Peter intervint, le front plissé. Il marcha vers le mur et appuya sur l'interrupteur du lustre. Rien. Il actionna les lumières de la cuisine. Silence. Le bourdonnement constant du réfrigérateur industriel, un son qui s'effaçait en arrière-plan, avait disparu. Un coup autoritaire et lourd retentit à travers la maison. Ce n'était pas le coup poli d'un voisin, c'était le martèlement rythmique et pesant d'un homme avec une mission. Peter ouvrit la porte pour trouver 2 hommes en combinaison bleu marine, tenant une tablette numérique et une paire de pinces robustes. « Peter Vance ?» demanda le chef. « Nous sommes du service public municipal. Nous avons un ordre de coupure immédiate de service, non-paiement depuis les 90 derniers jours. Total des arriérés incluant pénalité, 9 412 $. 9 000 allait à Peter, la voix qui se brise. C'est impossible. Ma femme gérait le... Il s'arrêta. Il regarda la chaise vide de Clara au bout du couloir. Ma ex-femme gérait les comptes. Il doit y avoir une erreur. Je suis Peter Vance. J'ai une ligne de crédit dans chaque banque de cette ville. Pas selon ceci, monsieur, dit l'homme en pointant une case rouge clignotante sur son écran. Toutes les lignes de crédit associées à cette adresse ont été signalées pour révision il y a 48 heures. À moins que vous ne puissiez payer le solde total en espèces ou par chèque certifié maintenant, le réseau s'éteint et c'est une attente de 3 semaines pour le rétablissement. Peter se tourna vers Sarah, Sarah se tourna vers Peter. « Je n'ai pas 9 000 $ dans mon sac, Peter, hurla Sarah. J'ai dépensé mes 3 derniers dollars pour le dépôt des fleurs du gala et le papier peint en soie pour la nurserie. » « La nurserie ?» rugit Peter. « On n'a même pas encore d'enfants. » Je voulais être préparée. Depuis la salle à manger, le rire d'Evelyne retentit. Un son sec, rauque et mélodieux qui n'offrait aucun réconfort. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, sa canne en argent scintillant dans la lumière qui diminuait. « Oh, Peter, tu es vraiment un imbécile d'une espèce particulière, » dit Evelyne, les yeux brillants d'une joie cruelle. « Tu as échangé la femme qui tenait le monde à distance, la femme qui cachait tes échecs, payait tes dettes et étouffait ton ego, contre une fille qui ne peut même pas garder les lumières allumées. Tu croyais que Clara était le fardeau. Non, mon chéri, Clara était le bouclier. Et maintenant qu'elle est partie, eh bien, les flèches commencent à atterrir, n'est-ce pas ? » Alors que le technicien atteignait la boîte d'alimentation externe et tirait le fusible principal, la maison fut plongée dans une obscurité épaisse et suffocante. La seule lumière provenait du petit écran lumineux du téléphone de Sarah, éclairant son visage ruisselant de larmes et les plumes d'autruche de son peignoir, qui ressemblait maintenant à la fourrure mouillée d'un rat noyé. « Peter !» chuchotait Sarah dans le noir. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Maintenant ?» La voix d'Evelyne dériva depuis les ombres. On s'assoit dans le noir et on contemple votre incompétence. Et Sarah, puisque la bouilloire électrique est morte, vous devrez allumer un feu dans la cheminée pour faire bouillir mon eau. Je vous suggère d'utiliser ces rideaux jaunes comme allume-feu. Ils vont enfin servir à quelque chose. À 30 km de là, dans un appartement moderne d'une chambre avec des fenêtres du sol au plafond, Clara était assise sur son balcon. Elle regarda le coucher de soleil se refléter sur l'océan, un verre de vin millésimé à la main. Son téléphone vibra. Une alerte d'actualité. Les actions Vance Holdings plongent au milieu des rumeurs de crise de liquidité. Clara ne sourit pas, elle ne fronça pas les sourcils. Elle prit simplement une gorgée de son vin et tourna la page de son livre. Le piège ne s'était pas juste refermé, il s'était verrouillé, et pour la première fois en 12 ans, ce n'était plus elle qui tenait la clé. L'air à l'intérieur du domaine Oakwood n'était plus le parfum de lys et de cire coûteuse, c'était l'odeur de pierre humide et de sueur rance. 3 jours s'étaient écoulés sans électricité. Les grands couloirs étaient maintenant des tunnels d'ombre et la température avait suffisamment chuté pour que le papier en soie soit humide au toucher. Mais ce soir était le gala annuel de Vance Holdings. C'était la nuit où Peter était censé annoncer son nouveau partenariat et cimenter son statut de chouchou de la ville. Il avait dépensé ses dernières liquidités, de l'argent qu'il avait littéralement gratté d'un compte d'épargne oublié sous les planchers, pour louer un générateur et une équipe de traiteurs à bas prix. « Je ne peux pas faire ça, Peter », gémissait Sarah, recroquevillée devant un miroir éclairé seulement par 3 bougies parfumées vacillantes. Elle essayait d'appliquer son eyeliner, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle avait l'air d'avoir été dans une bagarre. Ses cheveux, privés de sèche-cheveux et de produits haut de gamme depuis des jours, étaient un désordre crépus qu'elle essayait de cacher sous un diadème qui ressemblait étrangement à du plastique. « Tu le feras !» rugit Peter depuis le dressing. Il luttait pour enfiler son smoking, le visage pâle. « Si on ne décroche pas d'investisseurs ce soir, la banque prend la maison lundi. Tu comprends ?
Souris, sois jolie, et pour l'amour de Dieu, garde ma mère loin du djinn. Evelyne, entre-temps, était assise dans un coin de la pièce comme une gargouille. Elle n'avait refusé d'aider. Elle avait passé les 3 derniers jours dans le noir à chuchoter à elle-même sur la façon dont Clara aurait géré la crise. « Tu ressembles à un caté d'anniversaire tragique, Sarah. Cette robe est 3 tailles trop petite, et tu transpires travers la soie. Clara savait toujours que le velours était le seul choix pour une maison froide, mais Clara avait de la classe. Toi, tu n'as que de l'ambition. Tais-toi, Evelyne. » Sarah s'emporta, puis éclata immédiatement en larmes. « Économise l'eau, ma chérie, » soupira Evelyne. « Les tuyaux recommencent à cogner. Je soupçonne que le chauffe-eau est la prochaine chose à lâcher. » À 20h, le grand salon de bal était éclairé par le générateur bourdonnant et crachotant garé devant la fenêtre. L'odeur de diesel commençait à se mêler au parfum des amuse-bouches. Peter se tenait à la porte, son sourire figé et plastique, accueillant l'élite de la ville. Mais les chuchotements avaient déjà commencé. Les invités remarquèrent l'absence de climatisation. Ils remarquèrent la façon dont le champagne fin était tiède et servi dans des verres dépareillés, parce que Sarah avait cassé la moitié du service en cristal en essayant de le laver dans le noir. Puis, les doubles portes s'ouvrirent. La pièce se fit silencieuse. Ce n'était pas juste un silence, c'était un vide. Clara entra. Elle ne ressemblait pas à une femme divorcée, elle ressemblait à une déesse de vengeance. Elle portait une robe en velours marine qui semblait absorber la lumière des bougies, la faisant rayonner de l'intérieur. Sa peau était impeccable, sa coiffure était un chef-d'œuvre de vagues sans effort, et autour de son cou trônait l'étoile de minuit, un collier de saphir que Peter avait dit à tout le monde avoir vendu pour payer la bague de fiançailles de Sarah. Mais le vrai choc n'était pas ce qu'elle portait, c'était qui l'accompagnait. À son bras se trouvait Marcus Thorne. Marcus était le plus vieil rival de Peter, un homme dont la fortune nette faisait paraître celle de Peter comme de la monnaie de poche. Marcus était plus grand, plus affûté, et regardait actuellement Clara avec un regard qui suggérait qu'il venait de trouver le dernier trésor du monde. « Clara !» haleta Peter, la voix se brisant comme celle d'un adolescent. Il fit un pas en avant, le visage un masque pâle de choc. « Tu n'étais pas sur la liste des invités. »« Oh, Peter !» dit Clara, sa voix lisse et mélodieuse, portant facilement jusqu'à chaque coin de la pièce silencieuse. « Je n'avais pas besoin d'invitation. Marcus est propriétaire de la société de traiteurs que tu as engagée ce soir, et du floriste. Et depuis 16h cet après-midi, il est propriétaire de la dette sur cette même maison. » La pièce éclata en chuchotements frénétiques. Sarah se fraya un chemin à travers la foule, son diadème de travers sur la tête. « Tu mens !» Sarah hurla, la voix stridente et désespérée. « C'est notre maison! Peter est millionnaire! Dis-le lui, Peter! Dis-le à tout le monde !» Peter ne parla pas. Il ne pouvait pas. Il fixait Marcus Thorne qui se penchait pour chuchoter quelque chose à l'oreille de Clara qui la fit rire. Un son riche et sincère qui ressemblait à une gifle pour Sarah. « Je ne mens pas, Sarah, » dit Clara en s'approchant. Elle tendit la main et ajusta le diadème de travers de Sarah avec une tape condescendante. « Je finis juste le travail que tu as commencé. Tu voulais ma vie? Tu voulais l'homme, le mant noir et le prestige? Eh bien, regarde autour de toi. L'homme est ruiné, le mant noir est en saisie, et le prestige? Tu es devenu la blague de tout le monde dans la ville. C'est toi qui as fait ça. » Sarah se jeta sur elle, mais Marcus Thorne s'avança, sa présence comme un mur de granit. « En fait, dit Marcus, sa voix basse et calme, c'est Peter qui a fait ça. Il a passé 10 ans à construire une maison sur du sable, et il était trop arrogant pour remarquer que Clara était la seule chose qui maintenait les murs debout. Je n'ai pas eu grand-chose à faire, j'ai juste attendu que la marée monte. » À ce moment précis, le générateur de l'or émit une dernière toux violente et rendit l'âme. Le salon de bal fut plongé dans une obscurité totale et absolue. Le seul son était le lourd et rythmique clac, clac, clac de la canne d'Evelyne qui marchait vers le centre de la pièce. « C'est terminé, Peter. Visitons les cracks, le rythme est régulier. Les lumières sont éteintes, la mascarade est terminée. Sarah, ma chérie, arrêtez de griffer l'air, c'est peu élégant. » Dans l'obscurité, les invités commencèrent à se diriger vers les sorties, utilisant les lampes de torche de leur téléphone pour trouver la porte. Les vaisseaux de lumière dansaient à travers la pièce, illuminant le désastre. La nourriture tiède, l'hôte en sueur, et la seconde maison dont le mascara coulait sur son visage en traînées noires. Un vaisseau de lampes de torche attrapa Clara alors qu'elle marchait vers la porte.
la main de Marcus Thorne dans le bas de son dos. Elle regarda par-dessus son épaule, ses yeux citrouillants même dans l'obscurité. « Bonne nuit, Peter », dit-elle doucement. « Profitez du silence, c'est la seule chose dans cette maison qui soit vraiment payée. » Alors que les derniers invités se filtraient en dehors, laissant Peter et Sarah debout dans les ruines froides et d'ombre de leur ambition, la seule lumière restante était la lune brillant travers les fenêtres, illuminant les fissures dans les fondations dont Clara les avait avertis. Le piège ne s'était pas juste refermé, il les avait enterrés. Le silence qui suivit le gala n'était pas paisible, il était lourd, comme l'air dans une tombe. 6 mois s'étaient écoulés depuis que les lumières s'étaient éteintes au domaine Oakwood. Le panneau d'Avendre au bout de l'allée était maintenant abîmé et pelait, penché à un angle pitoyable. Les haies taillées que Clara avait combattues pour le HOA pour maintenir étaient maintenant envahies, sauvages et piqueuses, comme si la maison elle-même faisait pousser des griffes pour tenir les gens à l'écart. Dans l'intérieur, le grand salon de bal était vide. Chaque meuble, des tables de chêne sombre au canapé de velours, avait été étiqueté avec des autocollants jaunes de propriété bancaire. Peter s'était assis sur une chaise pliante solitaire au milieu du hall. Il ressemblait à un grand faume de l'homme qu'il était autrefois. Son costume de pouvoir avait disparu, remplacé par un pull bon marché et refroux. Il fixait une pile de documents légaux étalés sur le plancher. Il ne cherchait plus une sortie, il cherchait juste quelqu'un à blâmer. La porte d'entrée grinça en s'ouvrant. Elle ne cria pas. Les charnières avaient finalement complètement renoncé. Sarah entra portant 2 sacs d'épicerie en plastique. Elle ne portait pas de plumes d'autruche et de soie. Elle portait un survêtement taché et un air d'épuisement amer permanent. Elle avait passé la matinée au tribunal local à tenter de contester une saisie sur son maigre salaire du dîner dans lequel elle faisait maintenant des doubles shifts. « L'avocat a appelé », dit Sarah, la voix plate et creuse. « Ils prennent la Lexus aujourd'hui, Peter. La dernière voiture. Je devrais prendre le bus pour aller au travail. Dans un bus ?» Peter ne leva pas les yeux. « Au moins tu as un job, Sarah. Mon nom est radioactif. Personne dans cette ville ne répond même pas à mes appels, moins encore m'offre une place sur un conseil d'administration. C'est parce que tu as menti. » Sarah hurla, la vieille flamme de son tempérament vacillant une dernière fois. « Tu m'as dit que tu étais un roi. Tu m'as dit que Clara était le problème. Mais depuis qu'elle est partie, tout ce que je touche se transforme en cendres. Ta mère n'arrête pas de me crier dessus au sujet du linge. La banque n'arrête pas d'appeler. Et je n'ai pas eu de manucure depuis 5 mois. Ma mère a 80 ans, Sarah. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux que tu sois l'homme que tu prétendais être. » Du haut des escaliers, une ombre bougea. Evelyne apparut, agrippant sa canne à tête de loup en argent. Elle avait l'air plus mince, mais ses yeux étaient toujours aussi acérés que des éclats de verre. « Arrêtez de crier », ordonna Evelyne. « C'est vulgaire. Peter, les déménageurs seront là dans 1 heure pour mon piano. J'ai arrangé pour rester dans un petit hôtel résidentiel. C'est exigu et le thé est servi dans des tasses en plastique, mais au moins je n'aurai plus à voir son visage. » Elle pointa sa canne vers Sarah. « Tu me quittes aussi ?» demanda Peter, la voix brisée. « Je ne te quitte pas, Peter. C'est toi qui t'es quitté toi-même. » La voix d'Evelyne était presque douce de pitié. « Tu as jeté les fondations de ta vie pour une couche de peinture fraîche, et maintenant le toit s'est effondré. Clara m'a appelé hier. Tu sais, la pièce devint mortellement silencieuse. » Peter se leva, les yeux grands ouverts. « Clara ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle revient ? Elle veut aider ?» Evelyne laissa échapper un petit rire sec. « Aider ? Non, Peter. Elle a appelé pour me dire qu'elle a acheté l'hypothèque de mon nouvel appartement. Elle paye pour mes soins, pas parce qu'elle m'aime. Elle sait exactement ce que je suis, mais parce qu'elle est une femme de parole. Elle m'a dit il y a 10 ans qu'elle s'occuperait de la famille. Elle n'incluait juste plus toi dans cette définition. » À ce moment précis, une voiture électrique élégante et silencieuse s'engagea dans l'allée. Elle ne claquait pas, elle ne grinçait pas, elle bourdonnait avec le son d'un succès sans effort. Clara sortit. Elle ne portait pas de robe aujourd'hui, elle portait un tailleur ajusté d'une nuance de crème qui semblait coûter plus que le patrimoine net restant de Peter. Elle traversa la porte d'entrée ouverte, ses talons cliquetant sur les planchers poussiéreux avec un rythme qui sonnait comme un battement de cœur. Elle ne regarda pas les autocollants sur les meubles, elle ne regarda pas le papier peint qui s'écaillait, elle marcha directement au centre de la pièce et regarda Peter. « Je suis là pour la visite finale », dit Clara. Sa voix était calme, dépourvue de la colère qui l'avait animée pendant une décennie. Elle avait l'air en paix.
La visite finale ? Sarah cracha. Tu te moques de nous, tu es là pour te pavaner. Je suis là parce que j'ai acheté la propriété, Sarah, dit Clara doucement. Pas pour y vivre, je transforme le domaine Oakwood en refuge pour les femmes qui ont été laissées avec rien par des hommes comme Peter. Ça va être un endroit de guérison. On enlève ces rideaux jaunes dès demain matin. Peter s'avança vers elle, les mains tremblantes. Clara, s'il te plaît, je peux aider, je connais cette maison, je connais l'entreprise, je peux travailler pour toi, je ferai n'importe quoi. Clara le regarda vraiment, et pour la première fois, elle vit clairement. Ce n'était pas un monstre, ce n'était pas un roi, c'était juste un petit homme qui avait passé sa vie à utiliser la force des autres pour se tenir debout. « Peter », dit-elle, la voix fluette de gentillesse, « tu ne comprends pas, je ne t'ai pas perdu, j'ai obtenu mon diplôme en passant par toi. Tu n'étais pas mon partenaire, tu étais mon projet, et j'ai finalement terminé mon travail. » Elle se tourna vers Sarah, qui s'appuyait contre le mur, vaincue. « Et toi, Sarah, tu croyais prendre ma place, tu croyais voler le prix, mais tu n'as pris que mes problèmes. Tu as pris la dette, l'ego, et la belle-mère qui ne pensera jamais que tu es à la hauteur. Je devrais te remercier, vraiment. Tu étais la sortie de secours dont je ne savais pas avoir besoin. » Clara sortit une seule et nette enveloppe de son sac et la tendit à Peter. « C'est quoi ? De l'argent ? C'est un reçu, dit Clara. Pour les 10 dernières années, j'ai additionné chaque facture que j'ai payée, chaque longe que j'ai couvert et chaque heure de ma vie que j'ai passée à construire ton image. C'est une longue liste, Peter. Je ne te demande pas de la rembourser. Je veux juste que tu la lises. Je veux que tu vois exactement ce qu'il m'en coûtait pour te faire paraître comme un succès. » Alors que Clara se tournait pour partir, les déménageurs arrivèrent, commençant à emporter les derniers vestiges du patrimoine. Peter se tenait au milieu du hall d'entrée vide, le reçut dans ses mains tremblantes. Sarah s'effondra sur les escaliers, ses boîtes d'épicerie répandant des boîtes de soupe bon marché sur le sol. Clara sortit dans la lumière du soleil. Marcus Thorne l'attendait près de la voiture, appuyé contre le cono avec un sourire patient. « Prête ?» demanda-t-il. « Prête », répondit Clara. Elle ne regarda pas la maison, elle ne regarda pas l'homme qui avait gâché sa jeunesse, elle monta dans la voiture. Et tandis qu'il s'éloignait, les portails de l'État Oakwood grincèrent une dernière fois avant de se taire. La leçon. Une maison n'est qu'un bâtiment et un homme n'est qu'un homme, mais une femme qui connaît sa valeur, elle, c'est un empire. Sarah croyait avoir volé la couronne, mais elle n'a hérité que le fantôme d'une reine. Et Clara était enfin la seule dans la pièce qui ne devait rien à personne. L'histoire du domaine Oakwood s'arrête là, mais la leçon reste. Nous vivons dans un monde qui valorise souvent le nouveau sur le loyal, le brillant sur le solide. Peter broyait de faire une mise à niveau, et Sarah croyait gagner à la loterie. Mais en fin de compte, ils ont tous les deux découvert qu'une vie construite sur le sacrifice de quelqu'un d'autre est un castel de cartes qui attend une brise. Clara n'est pas repartie avec sa dignité, elle est repartie avec le plan d'une future que personne ne pourrait jamais lui reprendre. Mais maintenant, je veux entendre de vous. Êtes-vous déjà été dans une situation où vous avez réalisé que perdre quelqu'un était en fait votre plus grande victoire ? Ou avez-vous déjà regardé quelqu'un prendre votre place pour réaliser qu'il vous a en fait rendu un immense service ? Partagez vos pensées et vos histoires dans les commentaires dessous. Je lis chacun, et notre communauté est un endroit où nous apprenons des parcours des uns et des autres. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton j'aime et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui aurait besoin d'un rappel de sa propre valeur. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour nous rejoindre dans notre famille de storytelling. Merci d'avoir passé cette heure avec moi. Je suis Gloria et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo.